Alors, mes papiers, mes armes. Bien. Alors, bonjour à tout le monde. Je vais peut-être relever un peu le micro. Voilà. J'attends pour les petits réglages de dernière truc classique. Bon, qu'est-ce que je vais raconter? Êtes-vous prêt à tenir, enfin, pouvez-vous tenir le choc? Alors je tiens à vous dire qu'il me reste encore 3 livres. Hein. On me dit de parler, j'en profite, et que j'aimerais retourner à Paris léger. On me dit de parler, j'en profite. Bon, bref, je pense que je peux commencer. Eh bien, écoutez, d'abord, je tiens à remercier Michel Girolet de son invitation, de son invitation donc en Savoie. Et je dois reconnaître que je dois l'avouer, je ne connais pas la Savoie. Première fois que je viens ici, à Chambéry, même si, à titre personnel, j'ai un petit ancrage biologique dans la région, puisque ma grand-mère paternelle, demoiselle Bonin, était du Val d'Aoste. Voilà. Donc, allez, je suis un peu de chez vous, quoi. Voilà. Alors, le sujet facile, qui consiste à traiter du mondialisme et du thème « Où allons-nous » Et selon le principe finalement qui consiste à essayer de voir l'avenir, de voir surtout le mur dans lequel on va malheureusement se fracasser, il faut voir aussi en priorité les sources, les origines, les racines du mal, pour ensuite mieux comprendre les fruits vénéneux. Et en particulier dans ce mondialisme qui se fait de plus en plus visible, cette gouvernance mondiale qui s'impose, gouvernance mondiale qui dit aussi forme d'esclavage, qui dit changement de civilisation, tout simplement de la cellule familiale, on en sait quelque chose avec ce qui se passe en France, changement de civilisation avec destruction des États pour aboutir à des blocs continentaux et finalité de gouvernance mondiale, un changement religieux, puisque le nouvel ordre mondial et le mondialisme est un mysticisme et un noachisme en marche qui consiste, selon l'idéal de la synagogue talmudique, à imposer une religion universelle pour les non-juifs, pour les gentils, et un Dieu unique, et entre les deux, eh bien, un peuple prêtre qui est l'intermédiaire entre les gentils et le Dieu unique, ce peuple prêtre remplaçant l'Église catholique. C'est la finalité du mondialisme. Ils gagnent des batailles, mais ne gagneront pas la guerre. Voilà, ça c'est une certitude, ne serait-ce que par le Christ qui a bien dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre mon Église, contre elle, mon Église. Donc, dans cette bataille, qui à première vue, à vue humaine, semble perdue, je dis bien semble, il faut voir, parmi les événements en cours, et qui s'accélèrent, c'est le couvre-chef, la mise à mort des États européens, et de la Savoie en particulier, puisque nous avons le partenariat transatlantique, le bloc euro-atlantique, le marché sans entrave transatlantique qui voit le jour, qui a été officiellement lancé lors d'un discours du président Obama en février de cette année, février 2013, lors du discours sur l'état de l'Union, où il a annoncé ce marché transatlantique, et la chose semblait sortir de nulle part, comme s'il s'était levé le matin en disant « Tiens, si je parlais de ça », alors qu'en fait, il n'était que le porte-parole. Et cette chose s'accélère, puisque vous avez eu, il y a quelques jours, la réunion du G8 en Irlande du Nord, où, entre autres, ils ont évoqué, certes, des paradis fiscaux, sans citer l'élément clé des paradis fiscaux avec la City de Londres. Ça, évidemment, elle se garde bien de parler de la maison mère, mais ils ont parlé aussi du marché transatlantique. Et élément révélateur, Barack Obama, avant de rentrer à Washington, a fait un petit détour à Berlin, rencontrer la chancelière Merkel, pour affiner ce principe de marché transatlantique qui est maintenant, ça y est, lancé sur les rails et qui, en théorie, doit voir le jour en 2015. Donc en 2015, en théorie, vous aurez un bloc euro-atlantique, politique, économique, militaire, c'est déjà fait avec l'OTAN. Et ce marché transatlantique est une claque
pour les États européens et les civilisations du vieux continent, car ce marché transatlantique a pour objectif d'établir des normes standardisées dans tous les domaines, que ce soit domaine sanitaire, financier, environnemental, les services publics qui ne seront plus publics, qui vont être privatisés, dans comment dire, tout ce qui a trait aux soins, aux médicaments, donc des personnes âgées ayant besoin de médicaments, de soins, ou des malades, là peu importe l'âge, évidemment des boîtes privées seront moins généreuses que le service public, ou bien tout simplement l'octroi de prêts par les banques. Eh bien, à l'égard de personnes ayant des problèmes de santé, eh bien, dans le cadre de ce marché transatlantique où seules comptent les personnes, entre guillemets, économiquement efficaces, eh bien, ces banques auront plus de difficultés ou voudront moins donner des avantages, des prêts en tout genre. Donc, en fait, ça va être la loi de la jungle. Et je dis toujours que ce que nous allons voir, c'est comme dans ces films de science-fiction où vous avez la cité ultra-moderne, ultra-hygiénique, de gens robotisés qui vivent dans un milieu clos, ultra protégé, et en dehors, une jungle urbaine de gens qui vivotent, qui survivent, et qui sont laissés dans une misère. Et c'est ça qui, malheureusement, nous pend au nez. Mais ce marché transatlantique, qui est désormais lancé, il n'est pas né il y a 3 ans, 5 ans. Et déjà, mon livre, que je n'ai pas avec moi, mais bon, j'en parle déjà dans ce livre, La marche irrésistible d'une nouvelle ordre mondiale, mais je l'avais déjà évoqué dans un autre livre qui était sorti en 2004, qui s'intitulait La décomposition des nations européennes. Et j'avais mis un sous-titre de l'Union euro-atlantique à l'état mondial, où j'expliquais et j'apportais les preuves, expliquant donc, soulignant tous les éléments à l'origine de la mise en place de ce bloc euro-atlantique, en disant en particulier que la construction européenne n'était pas une finalité, mais une étape vers l'instauration de ce bloc euro-atlantique, lui-même marchepied de la gouvernance mondiale. Car ce marché transatlantique, c'est en gros 40% d'échanges de biens et de services, et environ 700 milliards des zélateurs de ce système, c'est d'être, d'une certaine manière, le primus inter pares, de telle manière que ce bloc euro-atlantique pèse si lourd qu'il oblige les autres États du monde, et en priorité la Chine, à adopter les normes édictées par les dirigeants anglo-américains. En fait, c'est le but du jeu. Peser tellement lourd que finalement la planète suit et s'encastre économiquement, financièrement, politiquement et spirituellement aussi dans une organisation planétaire mondiale. Bon. Alors, tous ces documents, en fait, qui semblent tomber du ciel, sont préparés depuis très longtemps, ne serait-ce que la mise en place des mesures transatlantiques du bloc euro-atlantique sont sur le site de la Commission européenne. Et c'est ça qui est frappant, de voir ces journalistes et hommes politiques découvrir la chose. Un exemple, Marine Le Pen a pour la première fois, le 15 juin 2013, prononcé un topo pour condamner le marché transatlantique. On a envie de dire, mais c'est que maintenant que tu dénonces là, alors que c'était annoncé et préparé depuis très longtemps. Mais pour bien comprendre l'origine du mal, il faut souligner le rôle d'acteur. C'est ça qui m'a toujours frappé dans le mondialisme. Vous avez des personnes éminemment importantes qui jouent un rôle vraiment de première main et qu'on ne connaît pas. Ce sont nos ennemis, on cherche à combattre le mondialisme et on ne connaît pas nos ennemis. Autant vous dire que c'est l'ennemi qui a toujours le dernier mot. Et parmi les grands patrons, les grands princes du mondialisme, j'ai relevé 3 noms. Il y en a plusieurs, il y en a d'autres évidemment, mais 3 grands noms. Le premier, je l'ai déjà évoqué dans certaines conférences, les 2 beaucoup moins. Et je vais vous montrer la persévérance du mal pour aboutir à la situation telle qu'on la connaît, qui doit donc aboutir dans peu de temps à la mise en place du marché transatlantique. Je rappelle ce petit élément révélateur. La Commission européenne a un droit de regard sur le budget, les budgets nationaux, et François Hollande, il y a quelques semaines de ça, a dû, de façon vassale devant le suzerain, poser un genou à terre et quémander un sursis pour des réformes. Sursis qui lui a été accordé par la Commission européenne 2 ans. 2 ans, 2013-2015. En fait, c'est pour mettre la France en adéquation avec ce marché transatlantique qui, théoriquement, doit avoir le jour en 2015, en sachant qu'il peut avoir un décalage de 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc on voit que vraiment, on est dans un goulot d'étranglement, c'est plus dans 30 ans.
Les acteurs à l'origine de la situation actuelle, le premier que je vais citer, c'est un Anglais, Cecil Rhodes. Pour vous situer, 1853-1902. Qui connaît Cecil Rhodes? Grand prince du mondialisme, qui a émigré en Afrique australe, qui aujourd'hui s'appelle l'Afrique du Sud, et cet homme a un CV extraordinaire puisque c'est lui qui est à l'origine de la création de 3 États. Alors il est mort en 1902 et la colonie du Cap est devenue à partir de 1910 l'Afrique du Sud. Et c'est lui qui en fait a posé les jalons nécessaires à la mise en place de cet État sud-africain. Donc déjà, c'est pas n'importe qui crée un État, mais il en a créé 2 autres qui s'appuient sur son nom, c'est la Rhodésie du Nord et la Rhodésie du Sud, qui sont devenues depuis la Zambie et le Zimbabwe. Donc vous voyez déjà quel est l'homme qui dans sa vie peut se targuer dans un CV, je suis à l'origine de la création de 3 pays, il n'y en a pas beaucoup. Donc déjà, on voit l'influence de cet homme qui a pu être très importante en raison de son rayonnement, enfin d'abord sa grande intelligence, sa personnalité, ça il faut le reconnaître, mais aussi en raison de sa puissance financière, parce que c'est lui qui a créé la grande industrie diamantaire de Beers, en liaison avec un certain Nathaniel Mayer Rothschild. Il y a des noms comme ça qu'on retrouve assez facilement. Et l'association de ces 2 hommes a permis donc la création de cette industrie diamantaire qui a littéralement propulsé cet homme au firmament du mondialisme, et il était nourri d'un idéal qui consistait finalement à permettre l'émergence d'une gouvernance mondiale, en sachant que cela ne se ferait que largement après sa mort. Mais il voulait poser déjà les strates permettant ensuite la mise en place de cette architecture. Et il voulait, entre autres, favoriser une sorte d'union du monde anglo-saxon entre l'Empire britannique et les États-Unis, et ce socle anglo-saxon étant la colonne vertébrale, finalement, de cette gouvernance mondiale. Et pour cela, pour vraiment irriguer le monde de personnes en mesure de faire avancer sa cause, il a préparé ce qu'on appelait les bourses d'études Cecil Rhodes, c'est-à-dire recruter des hommes et des femmes. Alors, au début c'était que des hommes, mais ensuite ça s'est élargi aux 2 sexes. Recruter des hommes et des femmes, d'abord très intelligents, et surtout dotés d'une tourne d'esprit ouvert sur l'esprit du mondialisme, et de les aider dans leurs études à occuper des postes clés dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine financier, dans le domaine militaire, enfin tous les secteurs clés. Et ces gens, occupant les postes clés dans tous les pays, agissant dans la mise en place de structures permettant la mise en place des structures, enfin des murs permettant la mise en place donc de ce nouvel ordre mondial. Donc c'est vraiment un travail de très très longue haleine. Les bourses d'études Cecil Rhodes, il meurt en 1902, et ces bourses d'études Cecil Rhodes commencent en 1904. Et cela marche depuis plus d'1 siècle à plein régime. Les bourses d'études Cecil Rhodes, je vais vous citer un exemple, en 2005, vous avez eu la Convention Giscard pour mettre en place cette fameuse constitution qui a été refusée par les Français et les Hollandais et qui nous a été refourguée via le traité de Lisbonne. Simplement on a changé quelques paramètres, mais le fond de la bête est resté. Et la Convention Giscard d'Estaing était secondée par un secrétaire général, un Anglais, qui s'appelait John Kerr. John Kerr qui était entre autres ambassadeur de Grande-Bretagne aux États-Unis. Et bien ce John Kerr était jusqu'en 2009, 2010, 2011 membre d'un comité directeur chargé de recruter les bourses d'études Cecil Rhodes. Donc vous voyez, 1 siècle après, vous avez la machine et l'esprit qui va avec, qui continue son œuvre. Et c'est ça qui est extraordinaire, cette capacité à pondre un système qui enfante des enfants, des petits-enfants qui se passent le relais de génération en génération. Et c'est ça qui permet de comprendre la mise en place, les tentatives de mise en place d'un bloc européen unifié, mais principe qui se répand partout. Retenez bien, bourse d'études Cecil Rhodes, je vais être amené à en reparler avec les personnages suivants. Mais évidemment, Cecil Rhodes n'a pas agi seul, il est entouré d'énormément de personnes, des élites anglo-saxonnes, enfin anglaises au début, anglo-américaines ensuite, et parmi les noms que je peux citer, son alter ego, enfin son bras droit en tout cas, qui est mort en 1925, qui s'appelait Alfred Milner. Et Milner,
C'est un homme qui a travaillé au sein du gouvernement du Premier ministre anglais de l'époque, Lloyd George, mais ce Alfred Mineur a joué un rôle capital durant la Première Guerre mondiale avec ce qu'on appelle la déclaration Balfour de 1917, qui reconnaît l'existence d'un foyer juif en Palestine avec l'accord du gouvernement britannique. Donc vraiment une reconnaissance archi-officielle. Et en fait, Arthur Balfour n'était qu'un prête-nom. Le véritable auteur qui a vraiment rédigé ce document, c'est pas Balfour, c'est Milner. C'est Alfred Mineur. Et comme disait le grand historien américain Carroll Quigley, qui a consulté les pièces d'archives du CFR. Le CFR, c'est le centre de recherche, le centre de relations étrangères américain, qui a été créé dans les années 20. Il dit dans son bouquin que la déclaration Balfour devrait s'appeler déclaration Milner, parce que c'est lui qui est vraiment à l'origine de ce qu'on voit aujourd'hui avec l'opposition entre l'État d'Israël et les pays musulmans. Donc vous voyez, pour comprendre la situation en 2013, il faut remonter à 1917, Alfred Mineur. Alfred Mineur, qui c'était un homme très puissant, il travaillait dans la banque, entre autres, bras droit de Cecil Rhodes, qui était Cecil Rhodes, grand patron des diamants, travaillant avec les Rothschild. Donc vous voyez, il faut remonter à des générations en arrière pour comprendre la situation actuelle. Bon. En dehors de Alfred Mineur, vous avez un autre homme qui s'appelait Philip Kerr. Alors, j'ai jamais pu savoir si ce Philip Kerr avait un lien de parenté avec John Kerr, le secrétaire général. Je n'ai jamais pu faire le lien, donc pour le moment, je ne peux pas l'affirmer. À première vue, oui, mais réserve, je ne peux pas l'affirmer. Philip Kerr, il avait aussi un autre nom, il était Lord. On peut trouver un autre nom, c'est Lord Lothian. Lothian, L-O-T-H-I-A-N. Et ce Philip Kerr a été entre autres le secrétaire privé du Premier ministre anglais Lloyd George. Donc là aussi, tous ces gens-là se rencontraient et travaillaient ensemble. Et puis le troisième homme que je vais citer, et que je serai amené à reciter tout à l'heure, c'est un homme qui s'appelait Lionel Curtis, qui était donc un des bras droits aussi de Cecil Rhodes. Et Lionel Curtis, c'est lui qui est à l'origine, en 1916, donc on est en pleine guerre mondiale, vous avez l'Empire britannique. Et en 1916, lui et ses amis se rendent compte que l'Empire britannique va devoir procéder à des mutations dans son organisation interne. Et c'est lui qui, en 1916, décide qu'il va falloir appeler cet Empire britannique le Commonwealth. Mais ce n'est qu'en 1948 que la chose sera officialisée. Donc vous vous rendez compte, 1916, il pense au truc, 32 ans plus tard, ça voit le jour. Pour vous montrer comme ces choses-là macèrent gentiment, sont préparées, c'est vraiment un travail de longue haleine. On a affaire à des gens, on peut ne pas les aimer, je ne les aime pas, mais ce boursier travaillait, des gens émanant des mêmes groupes qui s'entraidaient pour faire avancer leur cause. Et ce Clarence Stride va créer un organisme en 1940 qui est l'association de l'Union des démocraties face au nazisme et au communisme, afin donc de promouvoir les idées fédérales. Bon. Et ces idées vont influencer des noms très importants comme Dulles qui a été un des patrons de la CIA, un des patrons du CFR, le fameux Council on Foreign Relations. Ces idées, les idées de Clarence Stride ont influencé un président américain, Harry Truman, Jean Monnet, qui lui aussi a joué un très grand rôle, il a travaillé dans l'entre-deux-guerres au niveau de la SDN, et qui a joué un très grand rôle au niveau de la CECA, charbon-acier, pour poser le socle d'une Europe unie. Évidemment, c'est un agent américain. Et, entre autres, Robert Schuman, qui était lui aussi, vous allez voir, je citerai tout à l'heure la référence, un agent américain en faveur donc de l'unité européenne. Donc tous ces gens-là, ils se connaissent soit par des liens professionnels, soit par des liens d'amitié, voire même quelquefois par des liens de mariage, parce que finalement, pour réussir un mariage, il vaut mieux épouser quelqu'un avec qui on partage les mêmes idées. Ben, ces gens-là, travaillant dans un groupe très, très restreint, ils ne se comprennent qu'entre gens du même milieu. Donc, si possible, quand on épouse quelqu'un du même milieu, puis en même temps, on a des enfants qui vont aussi transmettre le flambeau. Et vous allez voir, je vais en citer un. Ben alors, c'est... Bon, bref, la surprise. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ce Clarence Stride, en 1949, favorise la création de ce qu'on appelait le Comité pour une Union Atlantique. Tiens, ça y est, je vous parlais du marché transatlantique, mais déjà en 1949, Comité pour une Union Atlantique, et
En particulier, ce comité pour une Union Atlantique va jouer un très grand rôle va favoriser la création de l'OTAN. Ben oui, puisque vu qu'il faut créer un bloc euro-atlantique unifié, politique, économique et militaire, l'OTAN rentre parfaitement dans le cadre. Et parmi les gens œuvrant au sein de ce comité pour une Union Atlantique, vous avez un certain Clayton. Clayton, c'est L-A-Y-T-O-N. Je crois qu'il s'appelait Will Clayton, je ne suis pas sûr du prénom, hein, Clayton. Et ce Clayton, qui travaillait donc au service de Clarence Streit, va jouer un rôle décisif dans le plan Marshall. Donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le plan Marshall pour relever l'Europe de ses ruines. Évidemment, relever l'Europe de ses ruines dans le but, en fait, d'absorber l'Europe occidentale, de la mettre sous la coupe des États-Unis. Bon. Et ce Clarence Streit, en liaison avec toutes les personnes que je vous ai citées, va lancer en octobre 1954, je cite le titre officiel, une déclaration pour une unité atlantique. Déclaration pour une unité atlantique. Donc vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a rien de neuf, c'était déjà en préparation il y a bien longtemps. Objectif, créer des conditions permettant une unité atlantique avec une forme d'assemblée atlantique réunissant les États d'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord. Et cette déclaration pour une unité atlantique, j'ai la version originale en anglais ici, permettant la libre concurrence, restriction de tout obstacle pour le commerce, tarifs douaniers réduits au plus bas, c'est-à-dire exactement ce qu'on nous met, enfin ce qu'on ne peut pas aujourd'hui. Et ceux qui vont signer cette déclaration pour une unité atlantique, eh bien j'ai relevé quelques noms, côté américain, côté anglais, côté français. Alors il y a des noms, eux, c'est normal, mais vous allez sursauter pour certains. Côté américain, je vous l'ai cité il y a quelques minutes, il y a ce fameux Clayton, qui a donc joué un très grand rôle dans la mise en place du plan Marshall, qui a signé cette déclaration pour une unité atlantique, je rappelle la date, octobre 1954. Lui, c'est normal. Un autre qui l'a signé, William Donovan. Qui était Donovan? C'était le premier patron des services secrets américains durant la Seconde Guerre mondiale, l'OSS, qui allait devenir ensuite la CIA. Donc vous voyez, on tape très haut. Un autre qui va signer, eh bien, je vais citer son nom, c'est George Marshall, le fameux plan Marshall. Un autre, Clarence Streit. Et puis un autre, le président des États-Unis, Harry Truman. Donc vous voyez, c'est pas une déclaration pour faire joli, on a le gratin politique, Truman, des services secrets américains, Donovan, donc on voit tout de suite que tout l'appareil politique et militaire et services secrets américains est engagé dans l'affaire. C'est pas un petit groupe sympa de joyeux étudiants, boy scouts, ce que vous voulez. Et puis parmi le groupe anglais, il y a toute une liste de noms, mais j'ai relevé 2 noms parmi ceux qui ont signé ce document, déclaration pour une unité atlantique en octobre 1954. Eh bien vous avez un certain Lionel Curtis, le bras droit de Cecil Rhodes, à l'origine de la création du Commonwealth, à la création de Chatham House, à l'origine de la création de Federal Union de 1938, etc. Vous voyez, cette famille, on les retrouve. Et puis vous avez un autre qui s'appelait Julian Huxley, le frère de Aldous Huxley. Aldous Huxley, auteur du fameux livre, le programme politique, le Mein Kampf du mondialisme, A Brave New World, juste dans la version française m'échappe, le meilleur des mondes, oui, vous voyez, c'est là, non, c'est le repas, c'est la faute, c'est le repas de ce midi qui était trop, c'est à cause de vous. A Brave New World, le meilleur des mondes, et qui en fait le programme de l'État mondial avec une humanité décérébrée, qui ressemble de plus en plus à la situation actuelle, hein, avec des blocs continentaux, le gouverneur européen qui s'appelle Mustapha Meunier, qui n'est ni arabe ni français, mais qui est un être dégénéré au service du nouvel ordre mondial, et son frère Julian Huxley, qui signe donc ce document, déclaration pour une unité atlantique en octobre 54, eh bien, c'est lui, donc il partageait les mêmes idées que son frère, qui était un eugéniste, donc malheur aux handicapés mentaux ou physiques, il dégage. Eh bien, ce Julian Huxley a été le premier président de l'UNESCO,
ce Julian Huxley a été à l'origine de la création du WWF, vous savez, pour la protection de la nature, le World Wide Fund for Nature, qui en lui-même est très bien, protéger la nature, moi je suis farouchement pour, à condition de pas en faire une divinité, et l'axe, ben voilà, c'est le fameux panthéisme, etc. Et donc c'est Julian Huxley à l'origine de la création du WWF, et qui a été le premier patron du WWF, le prince Bernhard des Pays-Bas, qui est le grand-père de l'actuel roi des Pays-Bas, je ne me trompe pas dans la généalogie, oui, le grand-père, qui a été aussi le premier patron du Bilderberg, créé en 1954, la même année. Et je vous demande de retenir le nom de Bilderberg et du prince Bernhard, parce que je vais être obligé de le citer grâce à l'action d'un autre homme. Ayez toujours à l'idée du puzzle. Vous avez une table, je cite un certain nom, mais au bout d'un moment, ça se connecte. Et vous avez le paysage et vous avez la bête, avec des cordes. Bon, bref. Bon. Donc, l'a signé aussi le gaulliste, fondateur de la Constitution de la Cinquième, Michel Debré. Vous avez l'ancien maire de Lyon, qui était aussi, au temps de la troisième, président du Conseil, Édouard Herriot. Là où j'en suis pas revenu quand même, là ce nom m'a presque choqué, le nom d'un général, le général Maxime Weygand. Il est là. Et l'autre que je garde, alors, il y a toute une liste de noms, hein. J'aurais pu citer Pierre-Olivier Lapie, bon, oui, j'aurais pu citer Philippe Barre, bon, qui était un député de l'Assemblée nationale, mais ça, bon. Mais il y en a un que je dois citer, son prénom c'est Edmond, mais son nom de famille c'est Giscard d'Estaing, le père de Valérie. Donc vous voyez, il y a aussi des traditions familiales, hein, parce que le père et le fils, ils ont bien travaillé. Edmond Giscard d'Estaing a signé la déclaration pour une unité atlantique. Bon. Donc vous voyez, c'est le gratin, je n'ai pas cité tous les noms. En fait, vous avez eu deux déclarations pour une unité atlantique. La première, octobre 1954, la deuxième, une deuxième déclaration pour une unité atlantique qui date de novembre 1962 et qui renforce en fait les dires de la première déclaration. Et je cite le passage officiel, il s'agit de former un partenariat commercial entre la CEE, Communauté économique européenne, et l'Amérique du Nord. Ce n'est même pas les États-Unis, l'Amérique du Nord. Or, dans le projet mondialiste actuel, il y a la volonté de créer, comme pendant de l'Union européenne, un bloc nord-américain qui s'appelle Communauté nord-américaine ou Union nord-américaine réunissant Canada, États-Unis, Mexique. Donc on voit déjà dans les bacs, si je puis dire, donc cette union, cette Amérique du Nord. Donc je reprends cette phrase. Former un partenariat commercial entre la CE et l'Amérique du Nord comme socle d'une communauté économique atlantique, mais ouvert à toute autre nation reconnue du monde libre. Et à cela s'ajoute aussi la création d'une haute cour de justice atlantique. Donc vous voyez, vraiment poser tous les jalons politiques, économiques, militaires pour créer un bloc unifié euro-atlantique. Et ce sont tous ces travaux-là qui vont aider à la déclaration du président Kennedy du 4 juillet 1962 qui appelle à la création d'une unité atlantique. Le bouquin que vous avez acheté, donc La marche irrésistible, il y a un extrait du discours de Kennedy où en juillet 1962 il appelle à la création de ce bloc euro-atlantique. En fait, c'est pas Kennedy qui a dit je vais le faire. En fait, on lui a dit John, hop, tu vas nous lire ça, puis tu nous fous la paix. Comme Obama, en février de cette année, il a fait que, voilà, ces gens-là ne sont que des porte-paroles de haut vol, mais des porte-paroles. Donc, cette deuxième déclaration transatlantique de novembre 62, il y a une liste de signataires. Alors, évidemment, côté hollandais, vous avez le prince Bernhard des Pays-Bas. Vous avez Henry Kissinger, Clarence Streit, on ne change pas. Côté anglais, vous avez Huxley, on continue dans la foulée. Côté français, alors je vais citer des noms déjà nommés tout à l'heure. Maurice Allais, donc vraiment on sent une permanence. 54 il signe, 62, il n'a toujours pas changé d'avis. Raymond Aron, un député qui s'appelait Édouard Bonnefou, qui est mort il y a très peu de temps, mort à 100 ans par là. Et vous avez toujours le même, Edmond Giscard d'Estaing. Et vous avez un certain Michel Habib de l'Oncle.
Et alors lui, c'est pas n'importe qui, il a été un des présidents de la Pan-Europe France. Alors là aussi, j'ouvre une porte. La Pan-Europe, créée dans les années 20, Richard de Kunanovka-Kalergi, aristocrate autrichien, métis en fait, autrichien-japonais, création d'une Europe unifiée, elle-même s'insérant dans une gouvernance mondiale. Cette Pan-Europe, à l'échelle donc du continent, du vieux continent, a eu des subdivisions nationales. Donc vous aviez une Pan-Europe France. Pan-Europe France qui a été créée dans les années 60. Nous sommes en 62 pour cette déclaration, cette deuxième déclaration d'unité atlantique. Celui qui crée, le premier patron qui crée la Pan-Europe France s'appelle Alain Ternoir. Et c'est son fils, je crois que c'est Michel Ternoir, enfin en tout cas c'est son fils qui est l'actuel patron de la Pan-Europe pour tout le continent. Cette Pan-Europe a pour objectif de créer une Europe unifiée en mettant en valeur les groupes ethniques d'un point de vue politique, économique et religieux, culturel. La Pan-Europe qui a pour objectif, selon l'expression même de son fondateur, Richard de Kunanovka-Kalergi, de créer une Union Atlantique. Il appelle cela une fédération à trois, l'Angleterre faisant le pont entre l'Europe et l'Amérique. Donc vous voyez, tous ces gens-là participent. Et je rappelle une chose, dans les années 60, à la création de la Pan-Europe France, le trésorier de la Pan-Europe France s'appelait Georges Pompidou. Donc vous voyez, c'est ça que je veux faire comprendre, toutes ces connexions-là, c'est quoi? C'est le gratin politique, militaire, service secret, comme Donovan et Dulles, qui a été un des patrons de la CIA, journalistique, ils occupent les postes clés et on les retrouve pour faire avancer toujours dans le même but. Ça n'empêche qu'à l'intérieur de ces groupes-là, il y a des rivalités, ils se tirent dans les pattes, il n'y a pas de cadeau. Bon, mais il n'empêche qu'ils partagent le même but. Et donc Georges Pompidou, on comprend beaucoup mieux sa politique à l'égard de l'Angleterre au début des années 70, qu'on a intégré l'Angleterre dans, à l'époque, la CE. Alors, je rappelle ce petit élément aussi, dans la liste des signataires, vous avez Edmond Giscard d'Estaing, dont le fils, Valéry Giscard d'Estaing, a été un parfait agent du système. En 1966, vous avez le 10e congrès de la Pan-Europe, sous la direction à l'époque de Richard de Kunanovka-Kalergi, et son successeur, après sa mort en 1972, c'est Otto de Habsbourg, qui était une canaille mondialiste. Mais la canaille catholique conciliaire mondialiste. Enfin, conciliaire mondialiste, ça va de même. C'est un oxymore. Enfin, c'est voilà. Aujourd'hui, quand on dit conciliaire, c'est automatiquement mondialiste. Et en 1966, 10e congrès pan-européen, vous avez un sujet qui est débattu, 1966, la mise en place d'une monnaie unique pour l'Europe. Et un des intervenants, c'est le fiston d'Egmont, c'est Valéry Giscard d'Estaing, qui participe. Donc vous voyez comme ces choses-là sont anciennes et elles surgissent 30 ans, 40 ans, 50 ans après, mais il y a une logique, une permanence. On a affaire à des gens qui ont tous les défauts de la Terre, mais ce ne sont pas des gens légers. Ils ne changent pas de... Oh, il y a une permanence. Ils se cassent la figure, on remet ça. Il y a un fond diabolique. Bon. Parmi ceux qui ont signé ce document, cette déclaration d'unité atlantique en 62, vous avez, alors lui c'est pas étonnant, cette canaille socialiste de Guy Mollet. Guy Mollet qui en septembre 1956 va voir le Premier ministre anglais, je ne sais plus comment il s'appelait, pour intégrer la France dans l'Angleterre, pour créer une union franco-anglaise. Je rappelle que De Gaulle avait déjà voulu faire ça le 16 juin 1940, créer une union franco-anglaise. Et puis Pétain arrive au pouvoir, ça a tout fait capoter. Mais donc Guy Mollet remet ça, il veut créer une union franco-anglaise, et le Premier ministre anglais, je dis écoutez, ça ne sera pas évident de faire en sorte que les Français acceptent comme chef d'État la reine d'Angleterre, donc peut-être dans le cadre d'un Commonwealth, déjà Commonwealth, qui, je rappelle, avait pour objectif, qui a toujours pour objectif d'ailleurs, de favoriser une gouvernance mondiale. Je rappelle que le fameux Lionel Curtis, dans les années 20, appelait à la création d'une gouvernance mondiale dans un cadre d'un Commonwealth qu'il appelait un Commonwealth fédératif. Donc on voit tous ces gens-là, ce Guy Mollet qui en fait vendait la France pour 30 deniers à l'Angleterre. Et puis vous avez quand même un homme qui est sidérant, enfin sidérant oui et non, qui s'appelait Maurice Schumann, le porte-parole de la France libre, qui a signé le truc.
Alors, comment expliquer que ces gaullistes patentés comme Debré, Maurice Schumann et puis un autre aussi, l'économiste au service de Charles de Gaulle, qui s'appelait Jacques Rueff a signé ce document. Eh bien, comment peut-on expliquer ça? C'est que le général de Gaulle, qui est arrivé au pouvoir en 58 et qui est parti en 69, cherchait à ce que la France ait sa part du gâteau dans ce nouvel ordre mondial en préparation. Et ce nouvel ordre mondial, s'inspirant des principes révolutionnaires de 89, de Gaulle le catholique, il s'en débarrassait. Et il voulait finalement que la France s'intègre dans ce nouvel ordre mondial. C'est pourquoi il n'est pas étonnant de voir des gaullistes et avoir signé ce document qui est quand même la mise à mort de la France. Et donc que les gaullistes réfléchissent, se posent la question, se dire qu'il y a quelqu'un qui officiellement défendait la cause nationale, il avait des gens archi proches comme Schumann, Maurice Schumann ou Jacques Rueff ou Michel Debré qui ont signé ces documents-là. Donc ça devrait faire réfléchir certains. Et parmi tous la liste des signataires, côté allemand, il y a toute une liste, mais je vais vous en citer qu'un, qui s'appelait un juif allemand, qui s'appelait Erich Blumenfeld. Et cet homme-là, personne ne le connaît, et pourtant, il a joué un rôle immense. Parce qu'en 1952, ce Erich Blumenfeld, en liaison avec un certain un autre Erich Warburg, la famille Warburg, dont un qui existe toujours et qui est ô combien dynamique, qui est la London School of Economics, qui a été créée en 1895 par ce qu'on appelait la Société Fabienne, la Fabian Society, avec les Webb, Sidney et Béatrice Webb, qui poursuit l'objectif de créer ce qu'on appelle l'union des deux voies, le socialisme et le capitalisme, ce qu'ils appellent la troisième voie, enfin plus exactement ce que va appeler une sorte de synthèse entre ces deux mondes. Quand vous avez par exemple le Premier ministre anglais Tony Blair qui disait qu'il n'était pas capitaliste, qu'il n'était pas socialiste, qu'il était pour la troisième voie, c'était en fait l'application des théories de la Société Fabienne. Et la Société Fabienne a donné naissance à la London School of Economics qui forme des étudiants qui vont ensuite occuper les postes clés, qui vont faire avancer la boutique selon les normes du mondialisme. Et par exemple, un des présidents de la Commission européenne, Romano Prodi, c'est un ancien de la London School of Economics. Vous avez même l'ancien chanteur des Rolling Stones, Mike Jagger, qui a fait un an. Il a fait qu'un an à la London School of Economics, et je dis toujours, pour certains qui pourraient comprendre, qu'il ne semble pas avoir trouvé satisfaction. Bon. C'est une chanson de Satisfaction, enfin bon bref. Je passe. Donc, ce Joseph Ratzinger est dans le sérail. Et qui fréquente? Eh bien, il fréquente un certain Lionel Curtis, le bras droit de Cecil Rhodes. Vous voyez, on retombe toujours. Et il fréquente aussi un certain Winston Churchill. Donc, on voit tout de suite les liens de cet homme avec des personnes éminemment importantes. Et ce Joseph Ratzinger a été, durant la Seconde Guerre mondiale, le bras droit, le conseiller de l'ombre du gouvernement polonais en exil, Sikorski, qui est mort, le général Sikorski, d'une manière curieuse sur le rocher de Gibraltar en 1943, son avion s'est écrasé. Alors d'habitude, Joseph Ratzinger accompagnait dans ses moindres déplacements Sikorski. Toujours. Et là, pour ce déplacement, il a dit non, je ne prends pas l'avion, qui s'est écrasé. Alors, Sikorski est mort, je crois qu'il n'y a que le pilote qui s'en est réchappé, je crois. Enfin, en tout cas, l'intéressé, Sikorski est mort. Alors, certaines mauvaises langues disent qu'il aurait été assassiné, et d'autres mauvaises langues osent dire que Sikorski, suite à l'affaire de Katyn, où vous avez eu donc ces officiers polonais qui ont été assassinés de manière atroce, à l'époque, quand le charnier a été découvert, on a accusé l'Allemagne nazie. Et on sait depuis que ce n'est pas l'Allemagne nazie, mais c'est Staline à l'origine de tous ces meurtres. Et à l'époque, donc, dans cette guerre, l'Angleterre de Churchill était alliée à l'Union soviétique de Staline. Sikorski, on dit qu'il avait les preuves qu'en fait, ce n'était pas l'Allemagne nazie, mais l'Union soviétique de Staline.
et qu'aux yeux de l'opinion publique, ça aurait été impensable de continuer la guerre en étant allié à l'oncle Joe, comme disent les Américains, à Staline, en sachant qu'il était responsable du massacre de Katyn. Et donc le supprimer, arranger les choses, on termine la guerre, après on verra. Voilà. Certains disent ça. J'aurais tendance à le croire. Bon. Donc, nous sommes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ce Joseph Ratzinger, je vous ai dit qu'il avait côtoyé, dans sa jeunesse, Lionel Curtis, à l'origine de la création de cet institut britannique chargé des relations étrangères, qui s'appelle Chatham House, créé en 1919. 7 mai 1946. 7 mai 1946, Joseph Ratzinger prononce un discours à Chatham House pour préparer la mise en place d'une Europe unifiée. Alors à l'époque, une Europe unifiée, c'était surtout l'Europe occidentale, puisque la partie orientale était sous le coup soviétique. Et donc on voit déjà cette volonté de Joseph Ratzinger de créer une Europe unifiée. Et pour cela, il y a la voie économique. On parle toujours de Jean Monnet, qui a joué un très grand rôle, la CECA, etc. Mais il n'y a pas que lui. Joseph Ratzinger a, dès 1946, créé ce qu'on appelait la Ligue européenne de coopération économique, qui a pour objectif de favoriser, comment dire, alors je vais lire même le texte officiel, cette Ligue européenne de coopération économique, qui a été créée donc en 1946, se définit comme un groupe de pression intellectuelle. Un groupe de pression intellectuelle, c'est un terme charmant pour dire on impose, on fait du lobbying, on impose ses vues. Un groupe de personnes issues des banques, des entreprises, des milieux scientifiques et de la haute administration. Objectif, favoriser la mise en place d'une Europe fédérée sur les plans politiques, économiques et financiers. Bon, c'est Joseph Ratzinger à l'origine de la création de cette Ligue européenne de coopération économique. Il y avait la maison mère, puis vous avez les sections nationales. Pour cette Ligue européenne de coopération économique, vous aviez la section France, dirigée par qui? Edmond Giscard d'Estaing, lui-même qui avait signé en 1954 comme en 1962 les documents pour l'unité atlantique. Vous voyez, on retombe toujours la même famille. Bon. Alors, ce Ratzinger, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, poursuit l'objectif d'unifier l'Europe, et c'est l'Europe occidentale en particulier, vu que l'Est est sous la coupe soviétique. Vous avez au lendemain de la Seconde Guerre mondiale une pléthore de mouvements fédéralistes pour l'unité européenne, je pense à Hendrik Broomans, enfin bon bref, toute une série de noms, et l'objectif de Ratzinger, c'est d'unifier tous ces partis en un seul pour en faire un parti solide, un institut solide, en vue de la promotion de cette Europe fédérale. Et l'élément qui vraiment lance l'unité européenne, c'est le fameux congrès de La Haye de mai 1948, qui est présidé par Winston Churchill, mais le secrétaire général, c'est lui qui fait tout le boulot en fait, qui organise tout ça, c'est Joseph Ratzinger. Et pour ceux qui ont Internet, vous allez sur le site officiel des archives européennes, www.cvce.eu, vous tapez Joseph Ratzinger, et vous aurez la photo du document signé de sa main pour le lancement du congrès de La Haye de mai 1948, qui est vraiment le document et ce congrès qui lance la construction européenne. Et parmi tous les intervenants, vous aviez un jeune homme politique qui s'appelait François Mitterrand, déjà, entre autres. Mais vous aviez aussi le patron de la Pan-Europe, Richard de Coudenhove-Kalergi, etc., etc. Bien. Et dans la foulée de ce congrès de La Haye de mai de 1948, vous avez eu, en octobre 1948, sous l'égide, l'impulsion de Joseph Ratzinger, la création d'un mouvement, enfin, qui s'appelait le Mouvement européen, qui réunit tous ces partisans d'une Europe fédérale et d'une Europe unifiée. Donc il est l'homme de l'ombre, il ne va pas se mettre au premier plan comme président de cet institut, de ce mouvement européen, qui devient en 1948 le premier président du mouvement européen. C'est un Anglais qui s'appelait Duncan Sandys. Et Duncan Sandys était le gendre de Winston Churchill. Et hop, on retombe. Vous voyez, des liens professionnels, des liens d'amitié ou des liens familiaux. C'est toujours... Et quand vous avez ça en tête, ben vous comprenez bien mieux la situation actuelle. Et parmi donc le président, à partir de 1948, du mouvement européen, c'est Duncan Sandys,
qui va devenir, qui va rester président jusqu'en juillet 1950. Il y avait des zizanies, des rivalités, et en juillet 1950, le nouveau président du mouvement européen, c'est un Belge qui s'appelait Henri Spaak, Paul-Henri Spaak. Et au moment de la création du mouvement européen, vous aviez ce qu'on appelle des présidents honoraires, enfin plutôt truc honorifique. Et parmi ces présidents honoraires entourant le Duncan Sandys, vous aviez qui? Léon Blum, Churchill, Paul-Henri Spaak, qui va prendre la place de Duncan Sandys, et cet Italien fédéraliste, Alcide de Gasperi. Voilà. Donc on voit, et puis Ratzinger, lui, qui est le secrétaire général du mouvement européen. Donc on voit la chose qui se met en place en 1948, et ce mouvement européen a joué un très grand rôle, puisqu'il est, et Ratzinger en arrière-fond, c'est toujours lui la figure de proue, puisque ce mouvement européen est à l'origine de la création du Conseil de l'Europe, chargé des droits de l'homme qui vont aussi bien avec le noachisme, cette volonté de créer cette religion universelle, et la religion des droits de l'homme. Ce mouvement européen est à l'origine de la création du Collège européen de Bruges. Dans cette volonté de créer une Europe unifiée, il faut des fonctionnaires travaillant dans une optique bien définie. Et le Collège de Bruges forme les futurs fonctionnaires européens. Et c'est un Espagnol d'ailleurs qui va devenir le premier président de ce collège européen, qui s'appelait Salvador de Madariaga. Et depuis les années 90, je crois depuis 1994, vous avez l'équivalent du Collège européen de Bruges en Europe centrale, qui est en Pologne, qui s'appelle le Collège européen de Natolin, qui lui aussi forme des fonctionnaires pour diriger cette Europe. Et enfin, le dernier élément créé par ce mouvement européen, c'est le Centre européen de la culture qui se trouve, je crois, en Suisse, à Genève. Donc vous voyez l'importance, travail de concert pour favoriser un bloc euro-atlantique. Et il faut savoir que dans cette histoire, et il y a des archives qui ont été déclassifiées, le comité américain pour une Europe unie, dirigé par donc, les services secrets américains, va financer le mouvement européen entre 1949 et 1960 entre 3 et 4 millions de dollars, ce qui est une somme à l'époque très importante. Bon. Et le dernier élément qui va permettre le renforcement du du bloc euro-atlantique, c'est la création en 1954, toujours par Joseph Ratzinger, du Bilderberg. Bilderberg, on en a parlé récemment, enfin très peu dans la presse française, vraiment au compte-gouttes, Bilderberg, qui a pour objectif, qui réunit les élites politiques, économiques, financières, etc., et qui a pour but de promouvoir le mondialisme et un bloc euro-atlantique. Eh bien, c'est Joseph Ratzinger, en liaison avec David Rockefeller, qui va permettre la création de Bilderberg, qui est présidé par, donc le premier président, le prince Bernhard, premier président du WWF, qui donc avait été promu par Julian Huxley, et ce prince Bernhard, donc, qui donc prend les manettes du Bilderberg. Donc on retrouve toujours les mêmes personnes. Bon. J'arrive quasiment à la fin, je pense que ça va faire quasiment 1 heure, pas loin. Vous avez chose très intéressante dans cette volonté actuellement de créer ce bloc euro-atlantique, dont donc c'est officiel. Parallèlement à ça, la création d'un marché transpacifique. Les États-Unis cherchent à attirer dans leur filet des pays comme le Pérou, l'Australie, le Japon, peut-être la Corée du Sud, pour créer un marché transpacifique. C'est le principe, vous avez des prises multiples. Vous avez les États-Unis qui vont agripper l'Europe, prise multiple, et puis une autre prise multiple côté Pacifique, États-Unis et certains États de l'océan Pacifique. L'objectif, c'est de créer un bloc tellement important d'un point de vue économique, imposant ses normes économiques, et bien que le monde anglo-saxon, en liaison avec Israël, joue un rôle de premier plan. Bon. Vous avez des choses qui se révèlent de plus en plus, et pour ceux qui ont Internet qui pourront le vérifier, vous avez eu un article d'un journal anglais, le Daily Telegraph, du 19 septembre 2000, qui a révélé les travaux d'un universitaire américain qui s'appelle Joshua Poll, et ce Joshua Poll a pu consulter des documents américains déclassifiés qui prouvent, noir sur blanc, que la CIA a financé Schuman, qui a signé donc ces documents, Paul-Henri Spaak, le deuxième président du mouvement européen, mais aussi Ratzinger. Et donc on voit
tout ce travail de fond immense pour favoriser l'émergence de ce bloc euro-atlantique. Alors, actuellement, les choses s'accélèrent, dans ce sens que, bon, il y a ce qui se passe évidemment au Proche-Orient, mais la crise économique qui s'accentue, l'endettement croissant. Il y a un élément qui est révélateur, on sent que la machine commence à se lézarder, puisque le président de la Fed, Bernanke, a émis la possibilité de réduire les injections de dollars. Il faut rappeler que la Fed injecte par mois 85 milliards de dollars pour tenir à bout de bras une économie américaine moribonde. Et en fait, c'est le principe de la salle de shoot. Et l'économie américaine, et plus exactement le système financier américain, ne tient que par ça. Ça ne peut pas durer. Et il souhaiterait se désengager. Déjà, il y a les premières fissures qui apparaissent. Et il faut bien comprendre que l'objectif, alors là, à quel rythme, ça je ne sais, mais l'objectif c'est de favoriser la création d'un bloc nord-américain, Canada, Mexique, États-Unis, qui serait le pendant de l'Union européenne. Et favoriser ensuite la mise en place de ce marché transatlantique aux normes anglo-américaines, l'Angleterre faisant le pont entre l'Europe et l'Amérique, comme le disait si bien Richard de Koudanov-Kellergy dans son discours en 1950, lorsqu'il a reçu le premier prix Charlemagne, qui est le prix en faveur de la construction européenne. Bon. Donc on voit, on est arrivé à la croisée des chemins. Alors il m'est toujours difficile de terminer les conférences, parce qu'il faut toujours terminer, la tradition veut qu'il faut terminer par une note un peu positive. Je ne peux pas le faire, il faut être franc. Je dis toujours que nous allons payer le prix fort, et je crois même qu'on ne réalise même pas le degré de violence et de souffrance que nous allons endurer, parce que ce qui nous est imposé, c'est la tentative désespérée d'instaurer une gouvernance mondiale reposant sur des principes anticatholiques, parce que c'est le fond de l'histoire. Et pour cela, il faut détruire le monde ancien pour aboutir à un monde nouveau. C'est le principe Bordeaux ab chaos, c'est tout classique. Mais c'est vrai pour n'importe quoi. Vous avez un potager, avant de planter, il faut d'abord enlever les mauvaises herbes, les cailloux. Et bien là, actuellement, ils sont en début de désherbage, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on va provoquer un cataclysme pour favoriser un basculement permettant, selon eux, un espoir pour la création d'un monde unifié, régi par une religion universelle, d'où cette volonté de créer cette religion, en particulier religion universelle à Astana, au Kazakhstan, avec en particulier le rôle de l'Église catholique, qui depuis Vatican II est littéralement plongé dans le mondialisme. Alors déjà, le mal commence à exister avant Vatican II, mais il a vraiment surgi avec Jean XXIII. Je rappelle cette chose absolument incroyable, mais officiel, tout le monde peut le vérifier. Lorsque le pape François a été élu le 13 mars 2013, la franc-maçonnerie juive d'Argentine, les Naïbrites, ont adressé leurs félicitations. C'est sur le site officiel des Naïbrites d'Argentine. Sauf si ça a été enlevé, allez, s'il y a encore. Bon. Donc, c'est absolument anormal. L'Église a toujours combattu la synagogue depuis 2000 ans. Normalement, la synagogue devrait devenir un musée. Après tout, l'Église a pris la suite de la synagogue. Le Christ mort et ressuscité a définitivement fermé les portes de la synagogue. C'est la formule, pas de moi. C'est Saint Paul, un truc, bon, peu importe. Et donc, il y a cette volonté de la synagogue de Satan, selon l'expression de Christ, de toujours remettre le couvert pour éradiquer cette maudite Église catholique qui a pris le pas il y a 2000 ans. Donc le pape François a reçu les félicitations de la synagogue, il faut quand même le faire, enfin des Naïbrites, ça va ensemble, et de la franc-maçonnerie. Franc-maçonnerie qui a toujours été condamnée par les papes depuis 1732 ou 38 par le pape Clément XII. Donc on a les deux réunis, la synagogue et la maçonnerie, et ça fait pas tilt. Puis je rappelle quand même, et ça, sauf si la vidéo a été enlevée, vous avez le cardinal Bergoglio, donc avant d'être pape François, qui a participé à des fêtes juives comme la fête d'Hanouka. Qu'il y ait des fêtes juives, d'accord, mais un catholique, et a fortiori un cardinal, ne participe pas aux fêtes de l'ennemi acharné du catholicisme. Sauf s'il a retourné sa veste. Et évidemment, depuis Vatican II, l'objectif de l'Église catholique, enfin, pas de l'Église, qui est sainte, mais des dirigeants de l'Église, qui eux ne le sont pas, c'est d'intégrer cette Église dans cette religion universelle
qui est sur le point d'aboutir, car il se rapproche de cette fameuse pyramide où il suffit maintenant de rajouter le dernier caillou pour couronner l'œuvre luciférienne. L'échec est assuré, le renouveau est assuré, et pour la France en particulier, qui est un rôle, qui a une mission unique, rappelée par Sainte Jeanne d'Arc. Nous en paierons les frais, et la Savoie aussi. Mais le renouveau ne peut se faire que dans la souffrance. Soyons prêts, psychologiquement et spirituellement, pour tourner le choc et continuer le combat pour la bonne cause. Je vous remercie.